Messieurs, bonjour. Je voudrais saluer tout particulièrement nos deux orateurs qui sont à Bruxelles et à Paris. Herald, bonjour. Monsieur Van Laar, bonjour. Et merci de participer à cette session. Alors, je regarde derrière moi parce que je n'ai pas d'écran devant, donc je voulais juste vous parler en vous regardant. Mais donc voilà. Cette session va toucher sur un certain nombre de sujets. Elle pourrait durer, je pense, près de 2h30, tant elle est riche en termes de sujets à développer. Le Clean Industrial Deal, c'est un mot aujourd'hui qui fait partie du langage courant de toute personne qui se promène à Bruxelles et qui interagit avec les institutions européennes. Mais d'où venons-nous? Tout petit peu de contexte par rapport à cette nouvelle époque politique, je dirais, à Bruxelles au niveau européen. Vous le savez, lors la précédente législature, la première de la présidente von der Leyen, nous avions en ce moment-là un mot clé qui était le Green Deal. Et c'était, je vais être un petit peu impertinent sur certaines manières de le présenter, c'était le tout climat. Le tout climat, parce qu'effectivement, et ne remettons pas en question, il y avait nécessité de prendre des mesures fortes, des mesures rapides, mais ces mesures sont-elles appropriées? C'est tout le débat aujourd'hui que je voudrais aussi avoir par rapport à certains secteurs de notre économie. Le Green Deal, ça a été 5 années de politique où on a revu en profondeur beaucoup de législation, de directives, où on a également rajouté un certain nombre de directives. Je vais citer quelques-unes, c'est dans le domaine maritime, dans le domaine aérien. Il n'y avait pas de directive en matière d'objectifs climat. Le travail fourni par l'un des panélistes, Herald Reuters de la DG Move. Il y a évidemment tout ce qui touche aux standards CO2 pour les véhicules. Il y a la directive sur laquelle vous avez travaillé, qui est la révision de la RED. Il y a... et je ne pourrais pas vous citer une directive qui touche à l'industrie. Parce qu'il y avait cette conviction que l'industrie serait réglementée et serait stimulée par le Green Deal. Que c'était le cadre politique dans lequel on allait pouvoir également, quelque part, mettre en œuvre une politique industrielle. Quelques années plus tard, un changement relativement fondamental du monde dans lequel nous évoluons, après une pandémie et surtout suite à la guerre en Ukraine, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de certitudes sont tombées et les dépendances énergétiques sont devenues criantes. À partir de ce moment-là, la question s'est posée, est-ce qu'il faut revoir quelque chose? Le Green Deal a continué jusqu'à son terme. Les élections européennes ont changé le paysage politique. On a légèrement basculé vers la droite, avec un équilibre différent. Et avec ces changements politiques est arrivé aussi un changement d'ambition politique. Et la présidente von der Leyen, lors de son 2e terme, a lancé l'idée du Clean Industrial Deal, parce qu'effectivement, on avait identifié des manquements compétitifs par rapport à d'autres régions pour l'industrie européenne. Certains secteurs ont effectivement beaucoup souffert des derniers mois, et les secteurs automobiles, on va en reparler, et des mesures urgentes étaient nécessaires. C'est ce dont aujourd'hui je voudrais parler avec nos panélistes. Avant de leur donner la parole, parmi les sujets que je voudrais traiter, il y a pour moi un sujet important par rapport à la mobilité, c'est la question de la taxation, qui revient encore et toujours, mais qui n'a toujours pas trouvé de solution. Il y a la question de la place du consommateur, parce que je pense que c'est le grand oublié de la première législature. J'ai souvent entendu le syndicat européen des consommateurs réclamer que le consommateur avait été consulté. J'ai quand même de sérieux doutes et je suis convaincu que Mme Leclerc serait de mon avis par rapport à cela. Et merci d'ailleurs pour votre initiative. Il y a également la question des clauses de revoyure qui vont arriver. Il y a la question... il y a encore un dernier élément. Je voudrais toucher aussi un point sur le militaire, parce que je pense que nous devons avoir une approche globale. On ne doit pas regarder tous ces sujets de manière, on va dire, en silo, ce qui est un petit peu malheureusement l'approche au sein de la Commission. Également une correction nécessaire au sein de la Commission européenne. Est-ce que la nouvelle structure, la nouvelle organisation va le faire? Nous verrons. Messieurs, je vais vous donner la parole. Je vais commencer par vous, Herald. Et je voudrais aussi que vous me donniez votre vue. Le Green Deal suivi aujourd'hui du Clean Industrial Deal, est-ce une suite logique? Est-ce une remise en question? Est-ce un petit correctif? On pourrait appeler ça une petite mesure de chirurgie esthétique sur un certain nombre de mesures. Remettons en question l'acquis des 5 dernières années
ou va-t-on continuer en ayant simplement des mesures correctives? Voilà, et je vous en prie, Herald, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci. Merci pour pouvoir participer à distance. J'étais à Pau il y a 2 ans et participé aussi l'année dernière en vidéo. Tout d'abord, une petite phrase encore que je souligne chaque année. La connectivité aussi de Pau à travers les investissements qu'on fait pour le GPSO et au-delà du GPSO aussi de se connecter à Pau direct et vers l'Espagne. Je trouve ça très important pour les territoires sur place et on coopère vraiment bien avec Nouvelle-Aquitaine et la France pour réaliser ces investissements le plus vite possible. Pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, bien sûr, le pacte vert est continué maintenant et je n'y vois pas de revoyure ou de mise en question. Les législations qui ont été mises en place, tout le package qui est appelé Fit for 55, faisant référence aux 55% pour 2030, n'est pas remise en question. Il s'agit de le mettre en place et de mieux, je dirais, souligner et renforcer la compétitivité européenne qui doit soutenir à travers la situation géopolitique qu'on vit tous les jours et les changements que cela nous apporte. Je pense que l'industrie européenne doit être soutenue directement dans ses efforts pour atteindre les objectifs qui sont posés. Alors, nous le faisons à travers, par exemple, notamment ce qui est appelé l'Automotive Industrial Action Plan. Excusez-moi de l'exprimer en anglais. C'est un plan d'action qui est là pour soutenir l'industrie automobile dans sa compétitivité, pour la mise en place des normes établies, donc de moins 55% en 2030, à travers, bien sûr, les différentes phases de 2025, 2035 et au-delà. Nous allons très concrètement discuter là-dedans les stations de recharge et aussi de refueling. Nous allons soutenir des corridors verts. Nous allons essayer d'aller du plan d'action pour la AFIF qui soutient donc ces stations de recharge vers une nouvelle action qui verra la lumière en 3e trimestre qui s'appelle STIP, le Sustainable Transport Investment Plan, qui est là pour soutenir les investissements en faisant le mélange, on appelle ça blending en anglais, entre ce qui sont les subventions, les garanties et les emprunts. Et nous avons vu avec l'instrument qu'on a mis en place dans cette période que cela marche très très bien. Le focus sera surtout sur les poids lourds qui peinent encore un peu et où on devra donc avoir cet instrument de financement futur, mais également au-delà aussi, par exemple, tout ce qui est le permitting, donc tout ce qui est nécessaire pour pouvoir construire ces stations de recharge et de refueling pour permettre d'être plus efficace et plus rapide. Donc je dirais dans une première réponse que la Commission, bien sûr, est consciente de l'ampleur du paquet qu'on a mis en place, mais qu'on est très, très, très actif pour rajouter cette dimension de compétitivité qui est nécessaire, non seulement pour l'automobile et pour tout ce qui est possible à ce niveau-là, mais au-delà aussi pour les autres secteurs. Et nous avons mis en place, c'est aussi discuté l'année dernière, un Renewable Low Carbon Fuels Alliance, donc où toutes les industries qui sont dans ce secteur se sont réunies. On a plus de 200 membres dans cette alliance et nous avons un project pipeline, comme on dit, un vivier de projets, mais qui mérite de voir aussi signature. Et c'est là où parfois on a encore des démarches et des longueurs à faire, car il est vraiment bien de voir ce secteur se bouger, mais il faut également qu'il y a la vision long terme et la certitude d'investissement et donc la signature des deals qui sont nécessaires. Ce n'est pas seulement donc pour l'automobile, mais aussi pour l'aviation et le maritime. Et vous l'avez signalé de votre côté, maintenant, bien sûr, à l'ordre du jour avec la situation géopolitique, aussi la mobilité militaire qui a besoin des carburants liquides
qui sont notamment l'objectif du Renewable Low Carbon Fuels Alliance et qui permettent de voir les investissements de façon long terme et plus durable. Donc, en bref, non, Bruxelles ne remet pas en cause le Green Deal. Oui, on renforce la compétitivité de nos industries. On souhaite avoir plus de certitude et plus de facilitation de ces investissements. Et on sait assez bien où on veut aller pour atteindre ces objectifs. La clause de revoyure, je ne pense pas qu'il va revoir profondément, pas du tout, ce qu'on avait mis comme ambition, car les investissements qui ont été faits par les industries méritent d'être continués et d'être pas revoyés, remis en cause, mais plutôt être renforcés par des investissements et de la facilitation. Merci Alain. Merci Hérald. On va revenir sur certains des points que vous avez soulevés, mais je voudrais cette fois-ci maintenant permettre à Christophe Grudler de donner son intro, en réponse aussi à la question de départ. Bonjour, ça fonctionne? Non. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais répondre directement à la question, puis après je ferai peut-être une petite remarque plus globale. Alors, déjà, le Green Deal, qui était la grande affaire du Parlement européen en 2019, enfin la grande affaire de l'Union européenne, on va dire globalement, donc en 2019, c'est pas un texte complet, c'est une ambition, c'est une sorte de chapeau générique qui après s'est décliné par près de 70 textes quand même, donc c'est effectivement pas rien, mais l'objectif tel qu'il était, c'était très simple, lutter contre le réchauffement climatique et trouver les moyens donc pour cela de limiter le plus possible les émissions de CO2 dans l'Union européenne pour les ramener au niveau de 1990. Et donc, cette ambition-là, elle reste, évidemment. Par contre, je ne sais pas si vous faites de la voile, mais des fois, entre un point A et un point B, vous pouvez soit y aller direct, et puis il y a le risque d'avoir des vents contraires et des petits soucis, soit tirer ce qu'on appelle des prés pour, voilà, petit à petit, arriver à atteindre l'objectif. Et donc, en fait, le problème du Green Deal, c'est qu'il était conçu de façon tellement massive, avec tellement de textes sectoriels, comme vous l'avez justement dit, sectoriels, c'est que ça a fait une juxtaposition de choses sans avoir des réflexions complémentaires, sans se rendre compte que peut-être que là, il y a effectivement tel problème qui n'avait pas été vu. Peut-être voir là que peut-être qu'effectivement, en raison peut-être du Covid, du plan de relance, etc., peut-être que telle chose devait peut-être s'adapter pendant un temps donné. On s'était posé des questions. Moi, je rappelle avoir échangé avec Thierry Breton en 2020, quand il fallait relancer la machine économique européenne, tout était à l'arrêt. Et donc, on a défini 14 écosystèmes qu'il fallait réparer. Et la question, c'était de dire que ce qu'on fait, on les répare comme avant, ces écosystèmes, ou est-ce qu'on les adapte au Green Deal pour avancer la transition? Finalement, c'est le deuxième choix qui a été fait. Et je pense qu'on a eu raison, parce qu'en fait, avant de vous amener quelques points de critique quand même, mais globalement, le Green Deal, c'est aussi la promotion des technologies propres, c'est la recherche, l'innovation, et c'est quelque part un avantage stratégique économique pour l'Europe dans la compétition mondiale. Si les États-Unis aujourd'hui veulent avoir 80 ans de retard sur les Chinois en termes de technologie propre, c'est leur problème. Mais au moins que l'Europe, qui n'est pas aujourd'hui la première, mais qui concurrence un peu les Chinois sur quelques domaines, eh bien que l'Europe puisse continuer à s'investir là-dedans pour avoir un avantage. To have an economic advantage. On parlait tout à l'heure des cimenteries. Le ciment vert, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est fait avec des argiles désactivées. C'est fait en baissant le niveau de clinker dans les cimenteries. Il y a des brevets qui sont des brevets français sur le ciment vert qui vont peut-être demain pouvoir s'exporter au Brésil, en Chine ou ailleurs. Et c'est un savoir-faire français et européen. Donc il y a une opportunité aussi dans le Green Deal. Alors après, il y avait effectivement quelques petits soucis dans les textes. Le premier, c'était de dire c'est renouvelable toutes. Donc on faisait que du renouvelable. Alors, je parle d'autant plus librement, je l'ai dit tout à l'heure, que j'étais rapporteur pour mon groupe politique sur la directive sur les énergies renouvelables. Moi, je crois aux renouvelables, mais je ne crois pas que c'est l'unique solution. Si on veut décarboner, il ne faut pas être dans le dogme.
Alors, il y avait notamment un défaut majeur à la Commission version 2019, c'est le nucléaire, c'est pas bon, pas bien. Pourtant, quand vous analysez ça sur l'ensemble du cycle de vie, vous savez que le nucléaire, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit, quand on est à 14 pour l'éolien, quand on est à 64 pour le solaire, à 200 pour les biomasses, à 500 pour le gaz naturel et à 1000 pour le charbon, dans les grands volumes. Donc il y avait besoin du nucléaire. Et donc une étude de la Commission de 2018 le disait aussi. S'il n'y avait pas 15% de nucléaire dans le mix en 2050, on n'atteindrait pas les objectifs du Green Deal. Donc moi, je crois aux objectifs du Green Deal, je pense qu'il faut les atteindre, mais pour cela, il faut essayer d'être ouvert idéologiquement sur ce qui peut marcher. Dans ce cadre-là, puisque vous avez parlé un petit peu de l'automobile, pour moi, si des moteurs thermiques sont capables de ne pas dégager de CO2, pourquoi on les interdirait ? Alors, effectivement, le moteur électrique a un rendement 3 fois supérieur au moteur thermique. Donc il vaut mieux faire de l'électrique pour consommer, on va dire, 3 fois moins d'énergie pour faire une même distance. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Et surtout, l'avantage au niveau de la macro, et je terminerai peut-être par là, avant de répondre éventuellement à quelques-uns des textes qu'on a en cours, il faut que je parle du CID, enfin du Clean Industrial Deal, mais il faut voir la grosse stratégie, en fait. Pour moi, la stratégie, elle se résume d'ailleurs à un mot français. Je suis député européen, mais je lis ce que fait la France, qui était dans le livre blanc de la défense en 1993. C'est le concept d'autonomie stratégique. Et dans le domaine de l'énergie, on n'est pas du tout dans l'autonomie stratégique européenne. Et ça, c'est un problème majeur. Les États-Unis font fonctionner leur industrie avec leur énergie. L'Asie fait fonctionner son industrie avec son énergie. Et nous, les Européens, on importe 62% de notre énergie pour faire tourner nos industries, évidemment, alimenter les personnes. Et donc, c'est une dépendance qu'il faut casser. Et le Green Deal, le pacte vert, est une opportunité aussi de casser cette dépendance. Parce que quand vous mettez un moyen de renouvelable, et vous faites de l'hydraulique, par exemple, dans les Pyrénées à côté, eh ben, c'est bon pour la planète, parce qu'il n'y a pas d'émissions de CO2, ou peu, et d'un autre côté, on limite les importations. Donc c'est meilleur pour notre balance commerciale, et c'est meilleur pour notre richesse. Et il y a encore un dogme du Green Deal que je voudrais encore dénoncer, c'est le principe de dire que pour vivre heureux, il faut arrêter de consommer de l'énergie. Le mot de sobriété a été très longtemps à la mode, et moi je l'ai combattu dès le début. Autant je suis favorable à l'efficacité énergétique, à la lutte contre les gaspillages. Ce qui n'est pas utile, il ne faut pas le dépenser. Très clair. Mais n'oubliez jamais que la richesse économique d'un pays est toujours liée à son niveau de consommation d'énergie. Toujours. PIB égale consommation d'énergie. Encore plus dans le monde de demain, où avec l'intelligence artificielle ou d'autres usages à venir, on va être obligé d'augmenter fortement la production électrique pour ces usages-là. Donc si dans le même temps, on se rend compte que peut-être que dans les transports, il y a peut-être d'autres modes. Électrification d'abord, mais pour le reste, pourquoi pas, effectivement, de l'hydrogène, tout ce que vous voulez, en biocarburant, en alternatif, avec les conditions du prix et de l'acceptabilité, évidemment. Vous avez également raison d'insister là-dessus. Je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Alors, je finirai sur le Clean Industrial Deal. Je suis désolé, j'étais un petit peu long. Mais sur le Clean Industrial Deal, très clairement, c'est une continuité. C'est des outils supplémentaires pour pouvoir atteindre le Green Deal. Et des outils extrêmement intéressants. Quelques exemples. La banque de la décarbonation à la place de la banque de l'hydrogène, c'est un sacré progrès. Parce que la banque de l'hydrogène, c'était la banque de l'hydrogène renouvelable. Quand en France, vous faisiez de l'hydrogène avec de l'hydrogène bas carbone d'origine nucléaire, ce n'était pas reconnu. Et la banque de l'hydrogène refusait de financer ça. Donc la banque de l'hydrogène va muter vers une banque de la décarbonation qui pourra aider financièrement à produire à coût plus réduit des énergies utiles pour tous. Le Clean Industrial Deal, c'est aussi la préférence européenne dans les achats. Et moi qui tiens beaucoup à l'autonomie stratégique, je pense que c'est majeur de pouvoir, dans les marchés publics notamment pour les énergies,
provisioning, de for pouvoir example, acheter européen we can d'abord, buy European même si ça first, coûte un petit peu plus cher. even if it costs a little bit more. Et là, avec mes amis And allemands with my notamment, German j'avais friends in particular, quelques échanges we là-dessus, have parce had que some M. discussions Lindner, on le this subject, ministre Mr. Lindner, allemand the German des minister, Finances, on va dire ça comme ça, ne voulait pas finance, dépenser. didn't Les want to collectivités locales, spend, elles ont or plus local d'argent. authorities didn't On ne va have any pas more leur money. demander de We're not dépenser going to ask quelques them euros to de spend a plus few pour euros acheter européen. more to buy Si le meilleur European. produit il est chinois, If they can on buy achète chinois, Chinese, parce but que they ça buy fera de Chinese l'économie pour because nos it will collectivités be locales. savings for our local Sauf que authorities. ce que je lui Except expliquais, that, c'est de what I dire explained que to him, that oui, comes down to saying, ça marche yes, une fois, ça c'est du it court works terme. once, it's short Parce term. qu'une fois que votre Because once entreprise your européenne elle company, sera your morte, European company is dead, les mêmes vont revenir avec des produits 2 fois plus chers. the Et là, cette fois-ci, suppliers c'est la from elsewhere will collectivité qui come pourra back, plus but les they'll payer. charge you twice Voilà, as donc much. soyons So attentifs à ces we have to questions-là. be Le very Clean Industrial Deal The Clean Industrial répond à cette Deal préférence responds européenne, to this répond à question la of European décarbonation, preference. continue à Responds to accélérer the les issues of permis decarbonisation, et offre un certain accelerating nombre de permits, garanties and qui, moi, offering me a semblent certain très number of utiles guarantees, which I think are pour very avancer useful avec, to cette move fois, un vrai forward texte industriel. with a real Alors attention, c'est un industrial deal quand même, hein, donc But c'est encore it's une a fois, deal, ça veut dire que once le again. deal, A il sera deal décliné avec will then be rolled out un plan in d'accélération de la terms of décarbonation dans l'industrie, avec, decarbonisation acceleration plans avec in industry, aussi for la clause de example, revoyure automobile or qui perhaps revision va venir of the en fin d'année, automobile etc., sector at the etc. end Il y of aura the year pas mal and de so on. textes There will be a qui number vont of texts décliner which are l'ambition going du to- Clean Industrial going Deal. to Et develop je pense que ça vaut le aspects coup of d'aller, the pour vous tous qui êtes industrial tous deal. des stakeholders, But I comme think on dit, all of the des parties stakeholders prenantes, je pense que ça vaut le coup que vous ayez regardé chacun des have to look textes at each of pour voir these texts effectivement and si see tout est bien ciblé everything et is si on peut correctly continuer à avancer targeted and if sur le we même can chemin. continue to move forward Merci. along the same route. Merci, Monsieur Thank you Grudler. very much. Je vais maintenant me tourner, I'm now après going avoir to entendu la Commission, go- I've seen- après heard avoir the entendu Commission, le Parlement and I've européen. heard the European Nous allons Parliament. donner la voix We're now à going to un État membre. Donc, nous allons invite voir a le member côté du state. Conseil We're going à to look travers at the l'intervention de Council M. Van through Laar. Mr. Van Laar. Et je vous en prie, M. Van And Laar, Mr. Van Laar, je vous I'd laisse like to ask quelques you 4-5 to, minutes pour votre introduction. take En ce 4 or compris, 5 minutes la for réponse à your la question. introduction and provide some answers to these questions. Merci beaucoup. Donc, you Hervé very Van Eff, much. je suis l'adjoint de la I'm directrice the générale énergie Associate climat Director donc, of the au Ministries ministère of Energy and français. Climate Alors actuellement, in the pour les French sujets government. énergétiques, nous sommes For energy rattachés issues, we're currently connected avec le ministère the de l'Industrie. Maintenant, il y a un Ministry of ministère Industry. délégué de There's l'Industrie a et de l'Énergie. delegated Ministry Et for Industry and c'est pas Energy. complètement And anodin. it's- Je pense que that c'est has un its nouveau significance. système It's a par rapport à ce que j'ai new entendu. system C'est with que regard to what I les heard. questions énergétiques Energy questions sont effectivement are très now importantes, very très important, importantes pour very important en termes in pour la terms compétitivité of de l'industrie, competitiveness of mais industry, également but also avec la transition with the énergétique que energy nous avons à transition connaître, that we are tout going to have l'enjeu to d'arriver à implement. A lot of challenges aussi avoir de la création de need richesses industrielles to, sur create le sol industrial européen resources et sur le sol within français Europe aussi, si and, c'est of possible, course, in France, ce if qui est possible. vraiment une And problématique that qui monte is en puissance. an Donc issue which is becoming voilà, je increasingly vais important. So I'm donner going to quelques give éléments just a few d'une elements vision. Je crois of que our vision on on partage this tous issue. l'ambition Although we all effectivement share de the ambition décarbonation, de of réduction des émissions de gaz à effet de serre and reducing, pour répondre à the l'urgence emission of greenhouse gases to climatique. respond to Mais c'est the vrai climate que emergency. une préoccupation One of qui est the montée en puissance concerns, which is récemment, becoming c'est increasingly present le sujet recently, de la is the souveraineté. question of sovereignty. Donc, dans le matière Sovereignty d'énergie, in terms of on energy. pense souvent, quand on pense very often énergie, on think when pense you talk souvent about energy, électricité. we often think about Et c'est vrai que electricity. la France a And un of course, mix France électrique has qui est an electrical extrêmement mix décarboné, which is extremely decarbonized, il est décarboné à 95%. it's 80% En revanche, decarbonized. si on regarde But if l'énergie you look at globale, the en overall 2022, energy nous avions encore balance, we 60% have de notre 60% mix in 2020 énergétique of qui our était energy d'origine mix, fossile, which was fossil avec fuel les based. carburants, With avec les fuels, moyens de chauffage. with C'est heating, des quantités these très are importantes very et donc tout significant l'enjeu, quantities. And so c'est the de challenge réduire is to cette reduce dépendance this aux fossiles dont on dependency on voit fossil l'impact fuels qu'il peut so that we can avoir. see Et on the pense impact évidemment that that à la can crise have. And énergétique we que think in nous avons particular connue of en the energy 2022 crisis avec la that we had flambée in des prix du gaz 2022 qui a with eu gas prices going up dramatically. beaucoup de répercussions. A lot of Et donc repercussions on c'est industry vraiment and très on important de everybody. réduire ça. So it's Et very dans ce important to reduce contexte, that. And within this puisqu'on parle context, since we're beaucoup de talking a mobilité, lot c'est vrai que about mobility, la décarbonation des decarbonisation mobilités est un is sujet a qui est de subject grand intérêt which pour nous. is Alors, of globalement, la extreme décarbonation, interest on a for un us. outil en France qui Decarbonisation, we s'appelle have a tool in la France stratégie which is nationale called bas the carbone, qui essaye National un Low peu de Carbon décliner Strategy, which tries pour to les différents roll out secteurs for
for ce que the l'on peut different faire. sectors, Et the pour various le actions that secteur we de can la take for mobilité, the sector of je dirais il y a mobility. deux axes There are principaux. two Il y major a le avenues développement for progress. There's the de development l'électrification of des usages, du electrification of véhicule uses, électrique,
avec là aussi plusieurs volets. Un volet soutien à l'acquisition de véhicules, un volet obligation pour les flottes d'entreprises d'avoir des véhicules électriques ou à basse émission, mais également tout un volet sur le déploiement des bornes de recharge, puisque c'est essentiel pour que la mobilité électrique se développe, d'avoir des bornes de recharge. Et on peut constater une multiplication par 5 depuis 2020 des bornes de recharge en France. On en a aujourd'hui 2,35 millions. Donc c'est bien, mais il y a encore du travail, notamment par exemple pour équiper les copropriétés. C'est pas forcément tout simple, et c'est pourtant quelque chose de très important. Et puis, pour le deuxième volet pour la mobilité, c'est aussi le développement des biocarburants. Alors là, je dirais là-dessus, on s'appuie sur le texte européen, la directive dite RED 3, enfin on dit RED 3, qui a fixé des objectifs relativement précis. Alors nous, on est plutôt dans une logique de diminuer l'intensité carbone de 14,5%, mais donc ce qui nécessite de développer les biocarburants avec aussi des éléments sur des niches un peu particulières. Et par exemple, à titre d'exemple, la semaine dernière, le gouvernement français a annoncé le soutien de 4 projets. Alors c'est pour la phase amont de production de e-carburants pour l'aviation, parce qu'on voit bien que pour l'aviation durable, la solution électrification est quand même beaucoup plus complexe, et que à court terme, pour moi, c'est le sujet des biocarburants, pas des carburants ou des carburants non émetteurs de carbone fossile, qui permettra d'apporter une solution. Voilà, d'une façon générale, la France avait lancé avec France 2030 un projet, un grand programme de soutien à l'innovation avec plusieurs axes qui sont liés à la transition énergétique, notamment la production d'énergie décarbonée ou la décarbonation de l'industrie, donc qui sont des enjeux très importants. Mais c'est vrai qu'en quelques années, et pour nous, on voit vraiment la montée en puissance du sujet de souveraineté et de présence, de maintien, voire de développement d'activités industrielles liées à la transition énergétique en France. Peut-être un petit mot, parce que j'ai vu dans l'introduction la place du consommateur. Signaler qu'on avait fait l'année dernière un système de leasing électrique fait justement pour permettre d'avoir la mobilité électrique pour des personnes à revenus modestes, puisque donc c'était un système de leasing et pas débourser une somme qui demeure quand même parfois assez importante, malgré les aides qui peuvent exister. Ça a remporté un grand succès, donc on a dû fermer le guichet puisque l'enveloppe avait été consommée. On prévoit de relancer un nouveau dispositif, donc plutôt vers le milieu d'année, donc avec toujours ce souci d'apporter une solution pour des personnes qui ont des revenus peut-être moins importants, pour quand même bénéficier sous certaines conditions de la mobilité électrique. Voilà quelques points, mais en tout cas, je dirais, nous ne sommes pas dans une logique d'opposer les objectifs climatiques et le développement de l'industrie. Je crois que les deux précédents intervenants l'ont bien dit. C'est bien la décarbonation, les contraintes climatiques peuvent aussi être l'occasion de développer de nouvelles activités et de renforcer notre souveraineté, parce qu'encore une fois, en 2022, 60% de l'énergie consommée en France était fossile, et cette énergie fossile était pratiquement exclusivement importée de l'étranger. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Van Laar. Je vais passer maintenant à vous, Monsieur Voigt. Gardez vos écouteurs pour ma question. Nous allons avoir la vue de l'industrie automobile allemande. Nous savons que c'est je dirais le grand pays automobile que nous avons en Europe. C'est une industrie qui représente un grand nombre d'emplois, une grande contribution aux pays européens, en particulier en Allemagne, et que les dernières annonces de fermeture de certain nombre de sites de grands constructeurs allemands ont été ressentis comme des véritables tremblements de terre en Allemagne. Bonjour. Je ne parlais pas français, so I will speak English if it's okay. Well, I would like to start by highlighting the importance of the German automotive industry.
We as VDA represent more than 770,000 jobs in the automotive industry in Germany, 70% of which are related to export. And Germany is the second largest production hub for electro-vehicles in Europe. And last year, nearly half of the new registered vehicles, electro-vehicles in Europe, were German vehicles. Between 2025 and 2029, we are investing more than 300 billion euros in research and development, alongside 220 billion in the transformation of our production facilities. However, what we can see is that there are growing challenges, such as raw material supply, tariffs, and bureaucracy, who pose increasing obstacles for our industry. That's why our appeal to Brussels is really clear, that we need policies that strengthen international competitiveness. What we need now is relief instead of additional burdens, and that's why the planned targeted amendment must be passed immediately to avoid additional burdens and penalties. The first message I would like to deliver is that the Clean Industrial Deal and the Automotive Action Plan are good starts, but what we need now is implementation. As for us, both plans or both deals fall a bit short of addressing the necessity of steps which are now needed, because what we know is the problems, but we are missing concrete steps for the implementation. What we increasingly observe is that goals and regulatory frameworks and plans are not aligned anymore. We see that the Automotive Action Plan says that technological neutrality should be a core principle, but renewable fuels are not mentioned at all. As for us, that's not technological neutrality. We do need renewable fuels, at least for the defossilization of the rolling fleet, as well as the recital for the carbon neutral fuels vehicle category. Another problem we observe is that the hydrogen refueling infrastructure is progressing too slowly and not ambitious enough. Without an adequate infrastructure, hydrogen vehicles, which are clarified as zero-emission vehicles in the fleet regulations, both for passenger cars and heavy-duty vehicles, won't become a real option. The same applies for charging infrastructure and charging prices. So what we need is we need to accelerate the work, we need to accelerate the process of the review for the fleet regulation, we need concrete action, and we need to be more technological neutrality. So this should not be an abstract principle, but we need this to become reality. The Automotive Action Plan refers to technological neutrality as long as it is economically viable and socially fair. For the VDA, hydrogen, e-fuels, and biofuels are both economically viable and socially fair. But we need further incentives and we need adjusted conditions, such as a long-term roadmap to trigger investments in renewable fuels now, or a reform of the Energy Taxation Directive, or a more pragmatic design of the delegated acts on RFNBO, because we see that they don't deliver investments into RFNBOs, neither for the automotive industry nor for the industrial sector itself, who has a 42% quota in the red for 2030. What we also need in the upcoming review for the passenger car fleet regulation is we need to combine technological neutrality and climate policy. As for us, this means to think about or to consider all renewable fuel options the Red mentioned, and that explicitly means to strengthen the role of biofuels, both conventional and advanced. The Red 3 sets a sub-quota for advanced biofuels, and we should incentivize them further. We should also recognize the CO2 reduction of currently existing renewable fuels in the market through a carbon correction factor, and we should set vehicles or cars that are fueled exclusively by carbon-neutral fuels inside the fleet regulation as zero-emission vehicles. And another point that is very important for us is for PHEVs, who contribute to climate protection and who should be further incentivized. Therefore, we advocate for the utility factor not to be tightened, or for suspending the planned tightening or adjustments of the utility factor. So, to maintain the competitiveness of the German and European automotive industry and to reach the climate goals, we need to begin the review of the passenger car fleet regulation this year and fully unleash the potentials of each solution
but of each solution. So my appeals today are that if we want to protect the climate, we must also support our industry. Otherwise, we risk losing both. And climate protection needs all available solutions: electromobility, hydrogen, plug-in hybrids, and of course renewable fuels, not one or the other. And what I also want to say is that what we must do is we need to do concrete steps. We need concrete regulation, because we talk too much and act too little. And now it's time to act if we want to achieve our goals. Thank you very much. Sorry. Merci beaucoup, Eric. Thank you very much, Eric. Je vais maintenant me I'm now tourner vers going notre to dernier ask orateur, our last speaker, Sylvain Sylvain Desmourès. Demour, À vous la to parole. speak, Alors peut-être Over une to you. petite Perhaps question a qui question. soit en parlant de la Clean Industrial talking Deal. about the Clean Industrial Deal. On a We entendu parler d'un action plan heard pour about l'automobile. an action plan Il y a for un the action automobile plan pour sector. l'industrie There's an chimique, je pense, qui est en action préparation, plan for ainsi the que chemical l'industrie de industry l'acier. and also for Une industrie stratégique, strategic et vous avez parlé de industries. souveraineté, And you talked about telle que sovereignty, l'industrie de production de carburant, like the fuel qui sert production tant pour industry, le fuels transport that are que used pour les then autres for secteurs transport and industriels. for other industrial Le commissaire sectors. Séjourné, le président, vice-président Séjourné avait Vice dit President Séjourné said l'industrie that chimique, c'est the la mère des chemical industry industries. is the mother of all industries. Permettez-moi de considérer que ceux qui Perhaps we could alimentent consider l'industrie that chimique those sont donc la people that grand-mère des supply industries, The et que donc chemicals industry are the l'industrie grandmothers des of all producteurs de industry. carburant So the devrait industry être of the considérée production comme of étant fuels stratégique. should be considered as Pourtant, a ils sont strategic totalement element. ignorés. And yet they Et seem to comme be vous êtes le ignored. représentant de And la as you're filière the carburant representative sur ce of the panel, fuels je voudrais glisser également sector cette in this réflexion panel, pour vous. I wanted to ask you this little question. Merci beaucoup, Alain. Thank you very much, Alain. Donc, je représente So I effectivement ici represent here l'industrie de l'éthanol the ethanol à industry travers l'association through the Bioéthanol France, Bioethanol qui France représente les Association, producteurs which français de represents French bioéthanol. producers of Et mon bioethanol. collègue de and my IPUR qui colleague- souhaitait être là colleague of n'a IPUR pas pu l'être, donc who je wanted to be parlerai here aussi can't be here today, so évidemment I'm going to speak au on niveau his européen. behalf too, Donc, on a première European chose, level. The first thing bioéthanol, is the donc c'est un bioethanol remplaçant is de l'essence. a replacement for gasoline, Est-ce for petrol. que c'est un remplaçant qui est Is it efficace? an effective Un seul replacement? chiffre, One 79% figure, de réduction. C'est la réduction 69% of the moyenne reduction, 79% de of the gaz à effet reduction de serre of de la production greenhouse gases of européenne the European d'éthanol production of ethanol en in 2023. Donc 2023. 79% de réduction de gaz à effet de serre. reduction of En France, greenhouse on gas a emissions. une réduction qui s'élève à there's a reduction 71% which is quand on regarde 71% when we look les chiffres de la at the DGEC, ce sites, qui fait 2 millions de we tonnes, consider that's 2 2 millions de tonnes de tons CO2 of économisées en France CO2 grâce which à have been saved l'utilisation in France d'éthanol. thanks to the use of ethanol. Consommer d'une part, Using produire ethanol d'autre and part. producing, of On course, produit, ethanol. We disons, de produce l'ordre de about 70 millions 70 d'hectolitres million d'alcool en hectolitres Europe, of alcohol dont in Europe, 20% 20% of which environ est produit en is France, produced in 20% France, de approximately. l'éthanol européen. Donc la France 20% est of European leader, bioethanol. France et is a leader. en tant que leader, And as je a dirais leader, qu'on a joué un We rôle have important played an important pour role développer la in consommation. developing Donc la the France est également consumption. leader, France was also co-leader avec l'Allemagne co-leader with de la Germany consommation of d'éthanol. consumption of ethanol. En matière de production, In terms of de production, nombreuses usines ont été a number créées of dans plants les have années been set up 2006-2008, between notamment 2006 5 grosses 2008. usines de taille mondiale, dont une big est située à une world trentaine scale, de kilomètres d'ici, à Lac, et qui factories, transforme du one maïs in Lac, quite en close to éthanol. which converts Donc on est maize, sweet des corn producteurs into importants. ethanol. Toutefois, So, la question important pourrait se producers, poser but the question de that l'après. could be asked is what happens On est des next? producteurs importants. We are very important Au début, quand je producers. suis arrivé, on était, when I disons, à came in, 130% we had about d'autonomie, c'est-à-dire qu'on avait trop d'éthanol par rapport à la demande. ethanol. Aujourd'hui, c'est symétriquement l'inverse. On a une autonomie de 70%, c'est-à-dire qu'on a augmenté la consommation, on l'a doublé en France, sans pour autant augmenter la production. Ça veut dire tout simplement que les investissements nouveaux ne sont pas encore arrivés. Et la question qui se pose à nous, c'est y a-t-il une opportunité de produire davantage à l'avenir d'éthanol sur un territoire qui est riche de sa production agricole et d'où les opportunités ne manquent pas de s'intégrer davantage, de rajouter de la valeur à la production agricole en produisant non seulement de l'énergie, mais également de l'alimentation, puisque un fait de base à connaître, avant de parler d'éthanol, c'est que quand on parle d'alcool de céréales, qui représente en gros la moitié de la production d'alcool en France, vous produisez autant en masse d'alimentation animale riche en protéines que d'éthanol. Autant en masse d'alimentation riche en protéines, ça veut dire que vous allez remplacer des tourteaux de soja importés d'Amérique du Sud. Donc on va lutter contre la déforestation importée. On va donner de la valeur à ces productions que si vous les donniez en grains entiers aux bêtes, elles feraient trop de gras, en gros. Donc vous n'auriez pas de la viande, vous aurez quelque chose qui ne serait pas bon du tout. Donc vous avez besoin, quelque part, de cette usine d'éthanol
pour, quelque part, retirer la partie trop énergétique, l'amidon, et donner aux bêtes seulement la partie protéine. Et puis n'oublions pas, j'ai parlé de 1 pour 1, parce que la production éthanol et la production d'aliments pour animaux, mais il y a également une partie de CO2, c'est-à-dire qu'on produit autant d'éthanol que de CO2 dans une usine d'éthanol. Et ce CO2, c'est du CO2 biogénique dont l'utilisation est aujourd'hui celle des bulles du Coca-Cola, de l'eau gazeuse que vous avez chez vous, mais également c'est une matière première pour les carburants, électrocarburants, en les combinant avec de l'hydrogène. Et cette disponibilité est très précieuse, et dans les 4 projets qui ont été annoncés effectivement par le gouvernement, il y en a un d'entre eux, M. Van Leer, qui s'appuie sur du CO2 produit dans une usine à Lillebonne du groupe Tereos, et donc qui utiliserait dans l'avenir ce CO2 pour produire des e-fuels. De tout ça, que dire? Qu'il faut mettre en avant 3 synergies et en même temps lutter contre 3 idées fausses. Mettre en avant 3 synergies qui sont d'abord la synergie entre l'alimentation et la production d'énergie. Je viens de vous le montrer, ça marche ensemble. Nos usines fonctionnent sur des usines qui, la plupart du temps, produisent du sucre ou de l'amidon. Donc on est absolument en synergie et pas en opposition. Et par ailleurs, je vous rappelle que quand on a des productions alimentaires qui ont des usages non alimentaires, c'est une bonne nouvelle, parce que le jour où on manque de ces ressources alimentaires, on peut aller taper dans le tas qui sert à faire autre chose que de l'alimentation. Ça, on l'a vécu en 2020, quand on n'avait pas assez de betteraves, il y avait la crise de la jaunisse, il y avait 30% de betteraves qui manquaient, et on a continué à produire du sucre parce qu'on a pu taper dans le tas qui était normalement destiné à faire de l'alcool en partie. Donc c'est une souplesse utile. Deuxième idée forte, c'est qu'il ne sert à rien d'opposer l'utilisation des biocarburants dans les véhicules légers d'une part et l'aviation d'autre part, parce que là aussi, ça fonctionne en synergie. Plus on produit d'éthanol, plus on a de CO2 pour faire des e-fuels. D'accord ? Plus on produit du e-fuel, plus on a des coproduits de type essence qu'il va falloir bien mettre quelque part et qu'on va pouvoir mélanger avec l'éthanol pour faire un super éthanol 100% renouvelable dont vous parlera Nicolas, mon collègue Nicolas Kurtzoglou demain, et qui est donc un carburant qui ne contient plus du tout d'énergie fossile. Avec un tel carburant, le bilan des véhicules hybrides rechargeables fonctionnant avec ce carburant sont meilleurs que le 100% électrique avec le mix nucléaire français. Aujourd'hui, on est équivalent. Demain, avec ce 100% renouvelable, on sera meilleur. Il ne s'agit pas pour nous de prendre toute la place que doit prendre l'électrique, il s'agit pour nous de prendre la place que laissera l'électrique parce que l'électrique ne pourra pas tout faire. Donc il s'agit d'avoir une solution qui fonctionne et qui répond à la fin, c'est-à-dire la décarbonation, sans pour autant que les moyens sont limités à un seul moyen. Il ne s'agit donc pas pour nous d'abolir l'ambition climatique, mais au contraire de l'accomplir avec des moyens un peu différents. Et troisième synergie, c'est évidemment l'électrification et le moteur thermique. Les motorisations hybrides permettent quelque part d'économiser de la batterie. Quand vous avez un hybride rechargeable, sa batterie va peser 6 fois moins que la batterie du véhicule 100% électrique équivalent. Pour autant, elle va faire de l'ordre de la moitié des kilomètres du véhicule. Donc, quelque part, votre batterie va servir plus. Donc, la dette carbone initiale va être répartie sur davantage de kilomètres. Et ça, c'est aussi un avantage de libération qu'on tient à souligner. Et puis, en même temps, il y a d'autres enjeux, comme la saturation des bornes de recharge qui peut arriver, notamment quand on a énormément de trafic et des temps de recharge qui ne sont pas encore descendus à 5 minutes. Ça viendra peut-être, mais ça prendra encore du temps. Donc, il faut aussi effacer ces pointes en ayant des véhicules qui peuvent continuer à rouler quand tout le monde veut rouler. Donc au final, il s'agit bien de souveraineté, il s'agit d'efficacité, il s'agit de performance. Et donc ce que l'on pense, c'est qu'à l'avenir, le point essentiel, c'est que dans le règlement CO2 qui vient, la définition des carburants neutres en CO2 soit bien inclusive, comme l'a réclamé notre collègue du VDA, pour inclure à la fois les électrocarburants et tous les carburants durables, y compris la 1G et la 2G, tout ce qui est fait à partir de résidus, et dont on souhaite le développement en synergie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvain. Vous évoquez la nécessité d'éviter la saturation des bornes de recharge. Je voudrais juste faire référence à un événement qui se fait actuellement en Espagne et au Portugal. Il y a un blackout total au niveau de l'électricité. Et effectivement, c'est là que l'hybride
retrouve une certaine place, clairement, parce que ce genre de situation dont on n'est pas prêt, je pense aujourd'hui, il faut comprendre l'origine. Ça semble être éventuellement d'origine cyberattaque. Mais voilà, ce sont le genre d'éléments qui peuvent mettre à plat un système électrique dans un pays donné, voire dans une région. Ici, il s'agit de tout. Oui. Des interconnexions. Aussi, absolument. Je vais revenir sur la clause de revoyure, parce que je pense qu'avec Herald Reuters, je vais vous demander... Aujourd'hui, nous avons une proposition que vous appelez les amendements bien ciblés sur les objectifs 2025 pour l'industrie automobile, qui sont désormais, on va dire, répartis sur 3 années pour les atteindre. Et le commissaire Tzitzikostas avait évoqué l'avancement de la date de revue de 2026 à fin septembre, début du dernier trimestre 2025. On n'en entend plus beaucoup parler. Est-ce que cette revue est effectivement toujours d'actualité ? Est-ce qu'il y a un changement ? Quelle sera la nature exacte de cette revue ? Je pense que c'est important parce que c'est l'occasion de remettre en question, je ne dirais pas le principe de neutralité du transport des véhicules légers, mais les moyens que l'on se donne pour y parvenir et de rouvrir, de redonner une place aux carburants renouvelables pour autant qu'ils atteignent les critères de durabilité qui sont requis. Dans quelle mesure est-ce que la définition ou le mot qui a été utilisé par Eric tout à l'heure en termes de neutralité technologique, ceci ne serait pas l'occasion de l'appliquer réellement, parce que pour l'instant, on est dans une neutralité technologique relative, puisque seule la motorisation électrique permet de répondre à la définition de la réglementation. J'invite Herald peut-être à commencer sur le sujet et toute autre personne qui veut intervenir. Merci Alain pour cette question très précise et pas facile à répondre. En fait, le paquet qui a été avancé, qui a été adopté par le Parlement et le Conseil, donc le Fit for 55, est un paquet d'ensemble qui a été basé sur une analyse d'ensemble et les différents éléments se tiennent. Et il serait important, à mon avis, de bien garder cette cohérence entre les différents éléments. Il y a bien sûr un travail qui a été lancé, qui est en cours pour la revoyure, qui était prévu dans ces différents textes législatifs et qui est bien, je dirais, agréé avec le Conseil, avec le Parlement. Et bien sûr, le Automotive Action Plan et les éléments qui ont été mis en avant pour avancer dans la mise en place et l'implementation, tel qu'aussi mis en avant par Eric, est le plus important. On doit maintenant, Christophe Grüttler l'a appelé la voile. Moi, je suis plutôt cycliste, donc si je me trouve à Pau et je dois monter le col du Somport, c'est une longue montée et je dois me munir de tout ce qui est nécessaire pour aboutir en équipement et en ravitaillement pour y arriver. Et je pense que nous sommes tous d'accord que la neutralité doit être respectée. Et il y a un élément important qui sera discuté avec nos collègues aussi de la DG Climat. Est-ce qu'il peut y avoir utilisation des e-fuels au-delà d'une certaine date, 2035, et est-ce qu'il peut y avoir aussi, je dirais, la souplesse pour utiliser tout ce qui est à disposition. Et je pense que ce qui est nécessaire, comme Eric l'a dit aussi et Sylvain, c'est l'utilisation de tout ce qui est possible pour maintenant l'exécution. Je l'avais aussi évoqué moi-même avec le RLCF, notre alliance. On a tout un vivier de projets, mais il faut des signatures qui lancent ces projets dans la réalité et qui permettent d'aboutir et qui permettent de faire vivre et de traduire tout ce qu'on a en main pour aboutir aux pourcentages qui ont été mis en avant. Et là, je vois, je dirais, des avancées importantes. Nous l'avons vécu avec l'instrument qui s'appelle MIE, le mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe, avec des projets dans tout ce qui est recharging and refueling.
Et on a, notamment en hydrogène, on a maintenant plus de stations à hydrogène que j'ai comme véhicules dans le marché. J'ai quelques 5000 véhicules dans le marché. J'ai un nombre de points de recharge qui sont tels qu'on puisse recharger chacun personnellement tous les jours pendant 1 heure. Donc, il faut une montée en régime et on voit la même chose avec les points de recharge, les bornes de recharge. Je pense que les bornes de recharge en ce moment pour la flotte qu'il y a sont largement suffisantes. Mais on doit bien sûr voir qu'il y aura accroissement. On l'a vu sur les 2 dernières années, que les pourcentages montent rapidement. Il faut maintenant qu'on puisse aussi suivre et qu'on a donc continuité et certitude pour tous ceux qui investissent, aussi bien les privés que les producteurs, que les bornes de recharge et les points de recharge suivent et doivent donc être poursuivis tout le temps par les législateurs et aussi par les différents États membres et par l'Union qui met en avant un instrument comme le STIP qui verra le jour en 3e trimestre. Donc je pense que le 3e trimestre que vous avez évoqué verra, et je pense que le commissaire Tzitzikos a fait référence à cela, au plan donc, pour l'investissement STIP, certainement. Et on verra aussi avec tous nos collègues des différents services et avec les États membres et le Parlement comment on peut faire la revoyure telle qu'il a aussi été annoncé par la présidente et par tous ses services, d'être utile dans cette, je dirais, neutralité qui est souhaitée de tous les parts. Il faut bien voir que certains modes de transport sont très difficiles à décarboner, notamment l'aviation et le maritime. Il y aura probablement des byproducts ou des produits à travers les raffineries qui resteront et qui méritent peut-être d'être utilisés aussi pour d'autres fins, telles que Sylvain l'a soulevé. Je pense que ça fera l'étude qui se fera maintenant pour la revoyure et que ce débat à Pau est utile aussi à mettre sur un premier plan. Merci et de retour vers vous. L'interruption en péninsule ibérique, mais pour moi aussi encore une autre chose en avant, c'est aussi les interconnexions électriques en Europe. Et c'est très important aussi, c'est une autre dimension qui est nécessaire pour la solidarité et pour la solidité du système électrique. Alain, merci beaucoup. Merci Hérald. Je sais que vous avez un impératif horaire et que vous devez vous arrêter dans quelques minutes. Je voudrais en profiter pour voir, avant que vous ne nous quittiez, si dans la salle, il y a quelqu'un qui a une question spécifique pour Harald Reuters. Sylvain. Merci Harald de vos remarques et d'avoir repris certains des points que j'ai mentionnés. Pour être clair, en fait, quand vous dites qu'effectivement il sera utile de pouvoir regarder au-delà de 2035 l'utilisation des e-fuels et d'autres solutions, est-ce que vous explicitement vous incluez dedans tous les biocarburants durables selon la directive RED, ainsi qu'évidemment le biogaz et l'hydrogène, ça va de soi. Est-ce qu'ils font pour vous partie de la définition attendue pour les carburants neutres en CO2, définition qui devra être prise dans le cadre de la clause de revoyure, donc avant la fin 2026. Merci Sylvain pour cette question. Et en fait aussi, en réfléchissant sur ce débat qui va venir et dans nos occupations ici à la DG Move, on a aussi la mobilité militaire. Et donc, il y a des filières qui auront besoin de certains e-fuels, des liquid fuels, pour un certain temps. Donc, nous devons, je dirais, avoir la largesse d'esprit d'étudier ce qui vient vers nous et de voir ce qui serait nécessaire. Je souhaite souligner de la part de la DG Move que pour nous, les secteurs qui sont impossible de décarboner sans ces e-fuels auront besoin des volumes importants, tels que l'aviation et le maritime. Donc, même si on aurait l'ouverture vers les autres modes de transport qui a été, je dirais maintenant, déjà dans les débats les dernières semaines et mois, il faut quand même aussi avoir à l'esprit qu'on on a besoin de ces fuels pour notamment les secteurs difficiles à décarboner. Donc,
une réponse mixte, Sylvain. Une réponse qui est, oui, il doit y avoir cette largesse, et d'autre part, je pense qu'il faudra être précis. Merci, Alain. Merci, Hérald. Il y a une question qui vient de l'audience. Thank you, Alan. Harold, I just wanted to say, first of all, congratulations on your new appointment within the Commission with responsibilities for military. With many years of experience, I can't think of anybody better to step into those shoes. Congratulations, I wish you all the best. You may have already partly answered this question, but in terms of your new duties, do you have any first thoughts? How does the military strategy impact the industrial strategy for automotive and also for the energy sector? I guess it's too early to say, but your first thoughts, please. Thank you. You are muted. We don't hear you, Harold. Alain, je devrais répondre en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. OK. Alors, je le ferai en français. J'avais commencé en anglais et donc vous ne l'avez pas entendu. Très bien. Bien sûr, merci beaucoup pour cette question. Et le militaire est aussi dans des dépendances qui, pour l'instant, doivent être adressées. Il y a par exemple le réseau qui approvisionne en ce moment les aéroports à travers l'Europe, mais qui est limité à l'ouest, donc il faut l'étendre vers l'est. Donc ça c'est très clair, ça lie en fait les transports et les transports aviation avec les militaires. Les militaires bien sûr doivent également décarboner. Il y a certaines flottes qui sont plus faciles à décarboner que d'autres. C'est un peu pareil comme dans les transports. Donc, le militaire aura besoin, je pense, comme le débat le prouve maintenant entre nous, des liquid fuels, très certainement, pour l'utilisation dans le domaine militaire. Donc, je pense que ces débats vont maintenant, à travers, malheureusement, la géopolitique, Alain, qui joue, se rejoindre et se renforcer. Et le militaire, par exemple, a aussi signalé vis-à-vis de moi le risque que les raffineries disparaîtraient trop vite en Europe pour avoir cette indépendance qui est nécessaire. Donc c'est aussi un point d'indépendance qui a été souligné par plusieurs orateurs, parmi aussi M. Grudler, le membre du Parlement européen. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hérald. Une dernière question de ma part avant que vous ne nous quittiez. Vous faites toujours référence à e-fuels quand vous parlez des carburants. Rassurez-moi, ce n'est pas parce que c'est la préférence de la Commission, mais que vous préfériez utiliser le mot « renewable fuels » qui inclut également les bio et autres options, j'espère. Merci Alain. Bien sûr, nous avons cette Renewable and Low Carbon Fuel Alliance qui est plus complet. Et si j'ai utilisé le mot e-fuel, c'était peut-être, je dirais, en trop short, en trop comprimé. Merci beaucoup. Et encore merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Christophe, vous voudriez peut-être répondre? Deux, trois éléments rapidement. Alors déjà sur la crise espagnole de cette journée, simplement vous dire que l'opérateur espagnol a communiqué pour dire qu'il ne pourrait pas rétablir la situation avant 6 à 10 heures. Donc il n'y a plus d'électricité en Espagne pour l'instant. Et il dit également de ne pas spéculer sur l'origine de la panne. On ne sait pas si c'est une cyberattaque, s'il y a eu une déficience sur le réseau de transport. Mais en tout cas, j'insiste effectivement sur l'importance des interconnexions, toujours important, et également sur les réseaux électriques foisonnants. Alors on ne connaît pas l'origine, hein, mais plus un réseau électrique est foisonnant, plus on est sûr qu'en cas de panne sur un tube, j'allais dire, mais donc sur un câble, ça puisse être contourné par d'autres formes de relais. Alors, sur la clause de revoyure, moi je trouve que c'est un signal important que la Commission européenne se soit rendue compte de l'urgence d'organiser cette clause de revoyure pour peut-être rassurer tout le monde. C'était prévu effectivement en 2026, c'est avancé à fin 2025. Moi je pense que c'est un temps aussi pour qu'on ait des études scientifiques,
pour qu'on ait... Voilà, on invoque souvent la science contre elle actuellement. C'est pas bien, aux États-Unis, on coupe les crédits de recherche, on ne croit pas du tout à plein de choses pourtant établies, etc. Mais bon, je pense que la science peut apporter des éléments de réponse pour dire si techniquement c'est possible d'ici 2050 d'avoir tel type peut-être de moteur, peut-être tel type d'hybridation, voilà, qu'on ait vraiment une vision globale sur ce qu'il est possible de faire et après d'avancer dessus. Alors, ce n'est pas une remise en cause du Green Deal, puisque le principe du Green Deal, c'est de réduire les émissions de CO2, notamment dans le domaine des transports, qui représentent 30% des émissions de CO2 de l'Union européenne. Donc, on est toujours dans la logique du Green Deal, avec peut-être des adaptations possibles pour justement permettre de sortir du dogme. Alors, je crois beaucoup à la neutralité technologique dans tous les domaines de la consommation énergétique, et donc je suis le premier favorable à ce principe de neutralité dans l'approche. Et puis, pour finir, au nom de la neutralité, il faut aussi veiller qu'à tout niveau, les mécanismes de soutien permettent de soutenir au même niveau les transports notamment. Alors, je donne l'exemple. Je suis très heureux que le ministère de l'Énergie et de l'Industrie soit à nos côtés. Il a fait un gros travail pour les mécanismes de soutien. L'État français va apporter 30 millions d'euros d'aide sur 2025 à 2026 pour l'achat de véhicules utilitaires décarbonés. C'est un super effort, avec une aide massive à l'achat de véhicules utilitaires pour les professionnels. Je trouve ça très utile. Mais à l'origine, c'était seulement le soutien aux véhicules électriques utilitaires, à la demande du ministère des Transports. Et il a fallu qu'on aille se bagarrer, un certain nombre de parlementaires nationaux, parlementaires européens, pour être sûr qu'il n'y ait pas que l'électrique. Et donc le dispositif de soutien est aujourd'hui plus large. Certes, l'électrique est aidé, mais pas que. L'hydrogène ou d'autres modes peuvent également être aidés. Et je pense que c'est quelque chose de très, très positif. Puis vous savez, aujourd'hui est publié est lancée la PPE, comme on dit, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc le Premier ministre a annoncé il y a quelques minutes que ça serait terminé d'ici la fin de l'été et qu'on aura ainsi une vision très claire et sur la durée sur ce qui est envisagé en France, en application évidemment des textes européens, puisqu'il y a toujours une déclinaison en fait au niveau des États membres des propositions énergétiques de l'Union. Merci. Je voulais voir si quelqu'un voulait revenir sur les clauses de revoyure. Peut-être un mot. Maybe just two quick remarks. When the politic thinks about where renewable fuels should go, this seems to come from a logic of scarcity and deficit. And the question I have is whether we shouldn't change the mindset and adjust the framework accordingly so that we could increase supply of renewable fuels and don't have to have these discussions of where renewable fuels should go. The second point is that when we talk about the recycle and the carbon neutral fuels vehicle category, I very often hear that we talk about the time after 2035. But my question is, well, once the vehicle category is introduced, our members can start producing these cars. So why should we wait so long and cannot be quicker and can start producing these vehicles once the category is introduced? Merci Eric. Sylvain. Yes, precisely for... Ah, pardon, il faut que je sois en français, sinon ça va bugger. Désolé, je vais couper le travail de la cabine et perturber l'audience. Donc merci. Effectivement, pour le superéthanol E85, le superéthanol 100% renouvelable sur lequel on a travaillé, la norme va être reprise de façon à ce qu'elle soit inclusive de toutes les substituts à l'essence fossile qui est aujourd'hui obligatoirement inclus dans le superéthanol E85. Et les véhicules qui seront mis au point aujourd'hui avec le superéthanol E85 actuel pourront rouler avec ce nouveau superéthanol E85. Donc c'est vrai qu'il y a une question d'anticipation puisque l'on va vers des carburants qui seront 100% neutres en CO2, qui seront un mix entre des carburants contenant beaucoup d'éthanol et ceux qui en comprendront un peu moins. Donc il y aura en clair du E20 et du E85. Autant commencer tout de suite à travailler sur des gammes de véhicules
qui peuvent utiliser les deux carburants, ce qu'on appelle la technologie Flex Fuel. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si Horse a annoncé à Shanghai il y a quelques jours le lancement d'un moteur dès 2028 fonctionnant en mode hybride avec tous ces carburants neutres en CO2 à partir de e-fuel avec un peu d'éthanol, tout comme le super-éthanol E85 qui a été explicitement cité. Donc ça va devenir, à mon avis, c'est possible que ça devienne un standard européen pour la motorisation thermique des véhicules hybrides et hybrides rechargeables dans l'avenir, et l'avenir commence aujourd'hui. Merci Sylvain. Je vais me tourner vers l'audience pour voir si quelqu'un a une ou plusieurs personnes ont une question à poser à nos orateurs. Alors je vais moi-même relancer un point sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Avec les législations actuelles qui ont été adoptées lors de la législature précédente, nous avons ReFuelEU Aviation, nous avons FuelEU Maritime, avec des objectifs clairs en termes de d'objectifs de production et d'utilisation de carburants renouvelables. Il y a également les standards CO2 pour les véhicules légers et pour le transport routier heavy duty, comme on l'appelle, le transport lourd, on va dire. En fait, si on s'en tient exactement à ces régulations, à ces législations, il n'y a plus, à l'horizon 2035, il va y avoir une diminution drastique de la disponibilité de carburant par rapport au transport routier. On parlait de l'approche en silo, de la manière dont la Commission légifère et dont les décisions sont prises. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de souveraineté, j'ai entendu parler de l'importance de l'indépendance énergétique. Si on regarde les disponibilités en termes de carburant à moyen terme, comment pouvons-nous garantir notre souveraineté, on va dire internationale, en termes de militaire, et ça devient un sujet brûlant. Chaque pays va augmenter sa part et sa contribution par rapport à son PIB national pour soutenir l'effort de réarmement, de renforcement de cette indépendance militaire européenne, si on n'a pas les carburants de base. Et là, c'est vers vous, ainsi que vers la DGEC, que je me tourne, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement le leasing social, que ce soit pour multiplier l'accès pour les citoyens. Il y a les décisions qui ont été prises, et pour l'instant, la clause de revoyure, on ne sait pas ce qu'elle donnera. Si elle devait rester en l'état, comment allons-nous garantir l'indépendance énergétique d'un secteur aussi important que le secteur militaire ? Monsieur Van Laar. Enfin, oui, bon, alors, quelques éléments. Enfin, moi, je crois qu'il ne faut pas chercher à opposer, en tout cas, l'alimentation des véhicules par l'électricité ou les carburants, tout au moins à un horizon relativement lointain. On voit qu'il y aura toujours des besoins de carburant qui seront élevés. Le fameux règlement qui prévoit l'interdiction de vente des véhicules thermiques à horizon 2035, ça porte sur les véhicules thermiques neufs. Donc on voit qu'en termes de pourcentage de parc de véhicules, on aura encore très largement, je ne sais pas si je suis toujours connecté. On entend très bien. Ah oui, bon, d'accord. On aura donc toujours très largement des besoins de carburant et en tout état de cause, des carburants d'origine décarbonée, que ce soit des biocarburants ou des e-fuels, pourront trouver leur place dans ce mix. Donc je crois que voilà, on n'est pas dans une logique de dire, la vision telle qu'on peut l'avoir, de dire il y aura en 2035, il n'y aura plus que de la motorisation électrique et finalement il n'y aura plus besoin de carburant renouvelable. On voit que les besoins resteront encore importants et quand on voit la durée de vie que peut avoir un parc de véhicules qui peut être quand même important, je vois sur un autre débat qui n'a rien à voir mais qui est assez vif en France sur les zones à faible émission, on voit bien que beaucoup de gens gardent leur véhicule longtemps et il peut y avoir une logique à cela. Donc on voit qu'il y a un besoin et effectivement pour moi c'est un impact intéressant de la discussion de cet après-midi avec tous les sujets liés à la mobilité militaire qui prennent effectivement un enjeu, une importance
beaucoup plus importante, on voit que là aussi, il y aura des besoins. Donc voilà, je crois que la marche est tellement haute pour aller vers la neutralité carbone à horizon 2050 qu'on aura besoin des différentes cordes à l'arc. Après, il faut voir comment on dose les différents éléments, et c'est pas toujours simple. Je crois qu'il faut faire preuve aussi d'agilité, puisque les connaissances peuvent évoluer, des rythmes d'évolution peuvent également évoluer, mais d'une façon générale, je pense qu'à ce stade, on ne peut pas dire que une filière n'a pas sa place dans le mix. Aujourd'hui, ça a déjà été dit, on a besoin de différents moyens pour avancer vers cet objectif ambitieux de décarbonation et de gain de souveraineté. Une petite réaction par rapport à ce que vous venez de dire. Alors oui, effectivement, il y a la flotte de véhicules, on va dire, en usage qui va effectivement perdurer, et l'utilisation et l'usage de carburant liquide bas carbone à plus long terme. Mais il faut aussi regarder le côté investissement dans ces technologies-là. Et c'est pour moi un élément crucial. Lorsque vous arrivez au niveau d'industriel et que vous donnez comme indication à l'industrie automobile, comme indication à l'industrie de production de carburant, qu'à partir de 2035, il y a certaines motorisations qui ne seront plus vendues sous la forme de véhicules neufs, ça veut donc dire que la part de marché va diminuer. Quel est le message que l'on donne d'un point de vue investissement lorsque l'on sait que ce sont des investissements qui doivent être pérennisés pendant plus de 20 ans, qu'aujourd'hui, quand on s'adresse aux constructeurs automobiles, ils nous disent « nous devons savoir aujourd'hui si vous avez l'intention de ramener sur le marché les carburants bas carbone nécessaires en 2035, sinon nous arrêtons la recherche et le développement dans ces motorisations ». Il y a donc ce volet-là, de faire perdurer une flotte, certes, mais ce n'est pas une réponse industrielle à un besoin à plus long terme qui va se révéler, à mon sens, stratégiquement important. C'est juste un commentaire que je voulais faire. Si vous voulez y répondre, pas de problème. Sinon, Christophe, je pense que vous vouliez prendre la parole. Oui, simplement, alors déjà dans un premier temps, pour défendre un peu la Commission européenne. Alors c'est assez rare que je le fasse parce que souvent, nous on est co-législateurs, le Parlement européen, avec le Conseil, c'est nous qui faisons les lois. Mais la proposition vient toujours de la Commission. La Commission, c'est un peu le gouvernement, si vous voulez. Et donc c'est facile des fois un peu de leur taper dessus. Mais dans le cas présent, s'ils ont choisi le silo, parce qu'ils ont en fait une peur maladive, notamment au niveau de la DGNR, enfin de tous ceux qui sont impliqués en fait dans ce système-là, qu'il y ait des conflits entre usagers, entre différents silos, pour tous essayer de récupérer la même matière, une matière qui ne serait pas assez disponible. Alors, c'était le cas. Alors, pour moi, dans certains cas de figure, c'est vraiment une erreur d'approche, parce que je pense que dans certains domaines, il y a plus de matière que ce qui avait été imaginé dans les différents secteurs. Et parfois, faire travailler ensemble deux technos, alors on parlait tout à l'heure d'hybridation, ça peut être une solution qui n'est pas vraiment identifiée telle quelle dans la logique en silo. Alors, prenons l'exemple de Refuel Aviation. On a dit les biocarburants, c'est pour l'aviation. Quasiment point. Il y avait aussi le maritime là, qui se dit qu'est-ce que ça va devenir le maritime, qu'est-ce que j'ai comme solution pour moi? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose à proposer aux maritimes. Donc, c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, garder les yeux ouverts, essayer de regarder comment on peut avancer. Il est clair que la directive sur des énergies renouvelables, version 3, va encore évoluer sans doute vers une directive sur la décarbonation. En tout cas, on travaille là-dessus au niveau du Conseil et au niveau du Parlement européen. On essaie de convaincre la Commission d'y arriver. Une directive sur la décarbonation permettrait aussi de décloisonner. Parce que quand on fait une directive rien que sur les renouvelables, on est dans le corridor, dans le couloir renouvelable, et que ça. Mais quand vous fixez des objectifs transport où on dit qu'il y aura tant % de renouvelables dans les transports, finalement, par défaut, on impose des règles aux autres, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être reprendre ça dans une logique plus globale de décarbonation. C'est le principe de la banque de l'hydrogène renouvelable, qu'on voulait déjà transformer en banque de l'hydrogène bas carbone, mais qui va devenir une banque de la décarbonation. C'est prévu comme ça dans le Clean Industrial Deal et on pousse dans différents textes européens pour qu'on arrive à ça, une banque de la décarbonation. Et ça répond un peu à la question que vous avez évoquée.
La Banque de la décarbonation, elle aura pour vocation à financer des investissements pour ceux qui auraient de bonnes idées à porter. Alors évidemment, il y a aussi la BEI. Bon, là, c'est plutôt pour des avances, qui devrait être un peu plus proactive sur un certain nombre de dossiers, notamment les dossiers liés à la défense. Voilà, un petit peu de mal, mais voilà, je pense qu'on a beaucoup agi. Vous me parliez tout à l'heure en ouverture du Green Deal. Le Green Deal, il a beaucoup agi sur l'offre. Et on n'a pas assez soutenu la demande, par ailleurs. Et je pense que l'adaptation, sans remettre en cause l'objectif, c'est maintenant de travailler sur la demande et de trouver des mécanismes de soutien à la demande, pour justement que ce soit acceptable par les gens, que ce ne soit pas plus cher. Je vous donne un exemple concret sur l'hydrogène. L'hydrogène gris, tout le monde sait que c'est beaucoup moins cher que l'hydrogène vert. Bon. Par la banque de l'hydrogène, quand on sort un hydrogène vert à 5 €, on donne 4 € de subvention au kilo produit pour ramener ça au prix du gris. Comme ça, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, évidemment, c'est pour un temps, pour le temps de faire démarrer le marché. Parce qu'on pense qu'à partir du moment où il y aura de la massification, eh bien le prix va mécaniquement baisser. C'est pareil pour toutes les offres industrielles. À partir du moment où vous allez investir sur une technologie, quand vous allez vendre les premières unités, ben voilà, tant qu'il n'y a pas beaucoup de commandes, les coûts de production seront élevés. Et à partir du moment où la machine sera lancée, et donc avec du financement à la base, à ce moment-là, ça sera beaucoup plus facile de le développer. Dans tous les textes que vous avez cités, je pense qu'il faut aussi citer AFIR, qui est quand même le texte européen qui dit que voilà, il faut une borne de recharge électrique tous les 60 km, qu'il faut une borne hydrogène tous les 120 km, sur ce qu'on appelle des backbones européennes, donc sur des colonnes vertébrales européennes et dans les zones urbaines. Donc il y a cette obligation qui est imposée par ce règlement, qui sera aussi un élément assez important, je pense, notamment pour les déplacements hydrogène. Et merci Christophe. Sylvain. Merci Alain. Je voulais rebondir sur la question de l'investissement que tu as bien développé pour ce qui est des constructeurs automobiles. Il est évident qu'ils ont besoin de visibilité pour investir. Et la question, c'est l'horizon 2035 pour eux et la possibilité de vendre des véhicules ayant un moteur thermique à condition qu'ils utilisent exclusivement des carburants neutres en CO2. C'est comme ça qu'est formulé le règlement, en tout cas aujourd'hui. Ce qu'on doit dire, c'est que pour une usine d'éthanol, c'est également une nécessité d'avoir des dizaines d'années de vision devant soi. Ce n'est pas juste 15 ans, ce n'est pas juste même 20 ans. Hein. Il faut aller plus loin. Ce sont des usines. Regardez l'âge de nos raffineries, c'est des dizaines, c'est 40, 50, 60 ans. Les sites industriels ont besoin de cette visibilité-là. Et pour pouvoir relancer une augmentation de la production d'éthanol en France, où nous pensons qu'il y a le potentiel agricole pour aller un peu plus loin, je dis bien un peu plus loin, il s'agit d'avoir la visibilité en 2035 plutôt que d'avoir un dispositif qui dirait c'est simple, on va électrifier, donc on va d'ici 2035 baisser la consommation de carburant, donc elle va commencer à baisser, et puis à partir de 2035, il n'y aura plus de nouveaux véhicules, donc 2055, il n'y aura plus rien, quoi. Et donc ça, ce n'est pas possible pour un investissement. C'est nécessaire pour l'investissement d'avoir cette visibilité, et c'est d'autant plus important de le prévoir qu'il semble quand même assez inévitable qu'il y ait besoin de moteurs thermiques encore en 2035 pour d'autres raisons qui sont les questions de praticité, de ressources, d'alimentation électrique, de recharge, qui, même si elles vont progresser, et je le conçois, hein, M. Grudler, ça va progresser tout cela, ce n'est pas du tout garanti qu'on soit en 2035 à un moment où on pourrait se passer complètement des moteurs thermiques. Je ne le pense pas, donc autant prévoir dès maintenant les solutions aussi efficaces en matière de décarbonation, selon le principe de neutralité technologique, en analyse de cycle de vie complète si on veut. On l'a fait, ça marche. On est compétitif avec ces solutions-là. Donc allons-y et donnons cette visibilité-là à la fois aux constructeurs automobiles et aux industriels des énergies renouvelables, que ce soit les e-fuels, les biocarburants de première génération ou les biocarburants de deuxième génération, parce que dans une dynamique d'investissement, il sera possible là aussi de trouver des synergies entre les matières premières, et y compris d'arriver à développer certaines choses avec des matières premières nouvelles. Voilà, quand il y aura à la fois la visibilité et une dynamique industrielle qui permettra d'avancer. Il y a la chimie également qui rentre dans l'équation. Merci Sylvain. Eric.
Well, I think the point of visibility is something which applies from both sides, because as for the German automotive industry, I can say that there was a strong focus on exclusive or on electrification only. Well, as for now, electrification still is the technology with the largest share in future, but we don't know whether it will be 55% or 95%. And the German automotive industry became way more pragmatic in this case, and wants to strengthen the role of fuels, doesn't want to ban internal combustion engines. And we are clearly mentioning that we need things such as a carbon correction factor and really soon the recital and the carbon neutral fuels vehicle category. The CEOs of our members mentioned that publicly, and I can say that in the next meetings for the strategic dialogue for the automotive industry in June, our members will make this really clear, that we need a recognition of renewable fuels in the fleet regulation. Voilà, je voudrais embrayer sur ce que vous venez de dire, vous posant une question un peu impertinente. Dans l'état actuel de la compétitivité entre les industries et les constructeurs chinois et les constructeurs européens, pensez-vous qu'une électrification complète est quelque part un risque pour l'industrie européenne? Well, at a certain point, of course, it is a risk, because the German automotive industry depends on raw materials for batteries and other components. Of course, there is a risk, but research and development are going forward, and there are new technologies being developed. So there is a perspective of decreasing risks in future, but for now we can see that there is this risk, obviously. Merci. Christophe. Si je peux me permettre, parce que je ne voudrais pas non plus que... Autant je ne suis pas favorable à l'auto électrique, autant je ne peux pas non plus laisser penser que l'électrique est la cause de la destruction de l'industrie automobile européenne. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, moi je viens d'un secteur automobile, hein, donc j'habite à 10 km de Sochaux, là où Stellantis est là depuis... C'est là où est né le groupe Peugeot, hein, donc... le centre de production de Sochaux en 1980, c'était 45 000 salariés. En 2010, 5 000 salariés. On a perdu 40 000 emplois dans l'automobile dans cet intervalle de temps, voilà, à l'échelle d'une génération. Et ce n'est pas l'électrique qui a fait ça, hein, je peux vous assurer. Là, on parlait même à peine de véhicules électriques, il y avait à peine de la recherche et développement qui commençait à se développer. Donc en fait, l'industrie automobile, globalement, a dégraissé largement et massivement bien avant l'électrique. Alors évidemment, il est clair que le moteur électrique et ses 35 pièces nécessitent moins d'emplois salariés qu'un turbo-diesel à 290 pièces. Évidemment. Donc, il est clair que le moteur électrique, c'est beaucoup moins d'emplois. C'est certain. Donc, cette réalité, il faut la rappeler. Mais voilà, je vais juste souligner le fait qu'on avait commencé à faire décroître, à supprimer des emplois dans l'industrie automobile bien avant l'arrivée de l'électrique. Merci. Ah, j'ai une question. Français ou anglais? Français. Bonjour, Jean Lomine-Bois, Paul Avenia. On a parlé d'un grand absent qui est quand même le grand public, et quand on en a parlé, c'est essentiellement en tant que consommateur. Et j'ai un peu le sentiment, un peu malaise, qui laisse penser qu'on pourra demain rouler en mobilité bas carbone pour pas plus cher qu'aujourd'hui, sans modifier nos comportements individuels, et en acceptant le fait que oui, demain, il y aura des champs d'éolien pas trop loin, des champs de panneaux solaires, une usine de biocarburants ou des forages pour sortir du lithium. Et on oppose là des arguments très rationnels, on est dans la rationalité, nous, face à des réactions d'un grand public qui est souvent très émotionnel. Et mon problème, c'est de me dire qui, dans cette grande réflexion sur les enjeux 2035, travaille sur cette question de l'acceptabilité du grand public en amont des projets eux-mêmes, parce que quand un industriel arrive avec son champ d'éolien
ou son unité de bioéthanol, il va se prendre dans le mur des oppositions locales plus ou moins structurées sur les conflits d'usage, l'eau, etc. Mais en amont, comment est-ce qu'on prépare le grand public, la société, à quelque chose qui ne va pas être un chemin tranquille, mais un chemin compliqué, peut-être douloureux. Et j'ai l'impression que je ne le vois pas. Quelques mots. Je pense que c'est utile de donner de la perspective et de voir loin. Alors, loin, des fois, quand les personnes sont déjà âgées, oh là, je ne serai plus là, je ne sais pas combien, 2050, 2100. Bon. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Ce n'est pas pour l'immédiateté. C'est ça qui est des fois difficile à comprendre, mais en même temps, au nom de l'affectif, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Je veux dire, si on laisse à nos enfants la planète continuer à une activité économique, continuer un mode de développement déséquilibré qui va à terme tuer la planète, ça interpelle. Alors évidemment, on revient après au quotidien, et puis on regarde, voilà, moi je me suis occupé de la réforme du marché européen de l'électricité. Bon, on avait beau expliquer aux gens que c'était pour que ça baisse le prix. Je dis, ouais, mais moi quand j'ai ma facture, regardez, j'ai payé je ne sais pas combien encore ce mois-ci. Ben oui, quand vous réformez un marché de l'électricité, il faut à peu près 2 ans pour que ça commence à avoir des effets. Donc en fait, la notion de temps est quelque chose d'assez mal compris, mais je pense qu'il ne faut surtout pas oublier la communication, la vraie, et pas se laisser intoxiquer par les campagnes de propagande, de trolls russes, américains ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut être acharné sur la communication. C'est souvent une dimension négligée, notamment par les hautes directions, par certains élus. Mais ils ont tort de la négliger parce qu'en fait, ils laissent la place soit aux fake news, soit à des gens qui veulent communiquer à leur place. Des fois, le silence est pire que tout parce que ça laisse la place à tout type de discours. Donc je pense qu'un discours équilibré, les gens sont prêts à l'entendre. Il est clair qu'il y a un niveau de revenus qui aujourd'hui ne leur permet pas de faire n'importe quoi. Et il est clair aujourd'hui que si on peut donner un message de... Alors, je vais parler de la sobriété. Moi qui viens de dire que j'y crois pas du tout, sauf dans le champ privé. Je pense qu'effectivement, éteindre des lumières de temps en temps, pas laisser tourner la télé, prendre des transports en commun, dans certains cas, c'est quand même bien utile, les transports en commun. C'est bien plus vertueux. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'exemples que les gens peuvent montrer aussi, à des coûts pas si élevés que ça, qui permettent peut-être d'avoir une vertu. Alors après, je suis pas mal sur le terrain. Je peux vous dire que le degré de compréhension des gens est devenu ultra faible. Et bon, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'il faut continuer là-dedans. Ils sont aussi dans le stress en permanence. Les réseaux sociaux, c'est hyper agressif. Le journal télévisé, c'est hyper agressif. L'actualité mondiale est anxiogène. Le monde est anxiogène. Et les gens ne croient plus en rien et encore moins à l'action politique. Donc voilà, il faut prendre ce bâton de pèlerin et puis être patient. Je pense que les meilleures pédagogies sont répétitives. Et que c'est aussi comme ça qu'en expliquant, en montrant la bonne volonté, en montrant la nécessité, la capacité d'innovation de l'Europe aussi, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important pour nos jeunes en particulier, de savoir qu'il y a de la place pour la recherche et le développement, pour trouver de nouvelles technos, pour être proactif au niveau européen. Voilà, je pense que c'est quelques petites pistes qu'on peut donner, bien que j'ai conscience que ce ne soit pas suffisant. Merci Christophe. Je veux juste vérifier en termes de timing. On est encore bon ? Allez. Voilà, juste pour prolonger, donc monsieur, vous signaliez qu'effectivement les choix énergétiques ont des impacts sur l'environnement immédiat de chacun. Donc c'est un des aspects de la question des consommateurs et des citoyens. Il y a évidemment, en tant qu'homme plutôt de marketing, donc il y a des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des gens qui sont plus proches, disons, des questions clients. C'est mon cas, et donc je me rappelle qu'il n'y a pas un seul besoin, en fait. Il y a une diversité des besoins pour les citoyens en termes de mobilité. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien retenir ça, diversité des besoins, égale en général en marketing, vous avez une diversité de l'offre en face. Vous segmentez en fait. Vous segmentez votre offre en fonction des besoins. C'est une forte raison pour avoir une diversité de solutions pour la mobilité. C'est qu'on va pouvoir avoir des besoins qui seront assouvis par des solutions qui auront tel ou tel plus qui correspond à ce besoin.
au final, il y a peut-être une inquiétude que je voudrais souligner commune, qui est émotionnelle, en effet, on peut dire qu'elle est émotionnelle, qui est la question de la peur de ne plus pouvoir se déplacer librement. Donc ça, c'est une inquiétude qu'il faut entendre, parce que même si elle est émotionnelle, pour les gens, c'est réel. Hein. On se rappelle que le client a toujours raison, même s'il a tort. Hein. Donc, quelque part, s'ils ressentent ça, c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc, il faut travailler également sur la réponse et la diversité des solutions donne quelque part l'idée qu'on ne sera pas coincé dans quelque chose qui, d'évidence, ne correspond pas à son besoin. Il y aura des solutions qui seront tout aussi vertueuses, et c'est là que la science intervient pour évaluer ce qui est vertueux et ce qui ne l'est pas, pour comparer, pour proposer des solutions qui répondent à l'ambition climatique, mais qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, pour mieux répondre aux besoins de chacun. Donc c'est là-dessus, moi, que j'aimerais conclure. Merci Sylvain. Est-ce qu'on pourrait traduire cela par, pour autant que le critère de durabilité et que nos objectifs sont atteints, quelles que soient les solutions, d'une part, les marchés décideront de celles qui seront les plus à même à pouvoir durer d'un point de vue efficacité, d'un point de vue coût, d'un point de vue acceptance par les consommateurs. Et d'autre part, peut-être que plusieurs ensemble nous permettront d'arriver plus vite à nos objectifs. Est-ce que ce n'est pas finalement une réflexion, c'est de se dire la durabilité est le seul point important. Laissons la place aux ingénieurs de développer, de trouver, de rechercher, et laissons les législateurs légiférer sans vouloir être des ingénieurs. Parce que parfois, le doute est permis. Il y a un élément que vous avez évoqué, Christophe. Je voudrais conclure là-dessus parce que c'est un élément important et ça répond aussi passablement à la demande des consommateurs. La taxation. Pourquoi aujourd'hui, à part l'électrification, puisque la taxation sur l'électrique est nulle, enfin quasi nulle, voire nulle, pourquoi aujourd'hui les carburants renouvelables tels que ceux que l'on peut trouver, et j'en profite pour rappeler quand même que le HVO 100 est disponible de manière relativement large en Europe, taxé de multiples manières. Vous avez dans le nord de l'Europe une taxation qui est relativement faible, elle correspond globalement à l'intensité CO2 du produit, un peu comme le 85 en France. Je pense que c'était clairement souligné tout à l'heure que le 85 bénéficiait d'une taxation réduite de son équivalent en termes de contenu de renouvelable. Pourquoi dans certains pays européens et comment pouvons-nous faire prendre conscience aux hommes politiques et aux décideurs et aux gouvernements que la taxation est le premier message que l'on peut donner aux citoyens sur « vous pouvez aller dans cette direction-là » et pourquoi ne reconnaît-on pas simplement par le critère d'intensité CO2 les niveaux de taxation? Alors, c'est une excellente question, j'allais dire, parce qu'en fait, le problème de la taxation, c'est un problème d'États membres. C'est un problème de nation. La taxation n'est pas une compétence européenne. On ne peut pas mettre en place des taxes comme ça. Alors, on contourne des fois, hein, c'est arrivé. Par exemple, ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières. Ça ne s'appelle pas une taxe. Le vrai nom, c'est mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Parce qu'en appelant ça mécanisme d'inclusion, ce n'est pas assimilé à une taxe et on peut la lever au niveau européen. Par contre, pour le reste, les États membres tiennent à fond à leurs compétences sur la capacité de lever les taxes. Parce que pour eux, c'est aussi, on va se dire ça presque entre nous, c'est aussi un élément de différenciation à l'intérieur du marché commun. Vous savez que nous, on veille au Parlement et la Commission veille à ce qu'on appelle l'homogénéité du marché commun. Le principe, c'est voilà, dans un pays, ce qui se fait dans un pays peut se faire dans les autres, et puis les entreprises d'un pays doivent être capables de circuler dans les 26 autres sans difficulté, etc. Bon. Mais après, les États, pour attirer des sociétés, alors on va citer le Luxembourg, par exemple, on va citer l'Irlande, on va citer les Pays-Bas, décident de faire pratiquement pas de taxes sur les sociétés, décident tel avantage, tel autre, et donc sentir mieux à l'intérieur du marché commun, et veulent surtout pas, et voient comme un risque énorme le fait qu'il puisse y avoir un système européen où finalement, progressivement, les taxes seraient données au niveau européen avec le même niveau dans les 27 pays. Et donc, la résistance, on va dire, des États membres se traduit chez le co-législateur, qui est le Conseil européen,
où là, il y a toujours eu un blocage total là-dessus. Alors qu'au Parlement européen, où on a quand même les mêmes nationalités, les députés européens sont un peu plus ouverts là-dessus, quoi. Ils ne verraient pas forcément mal les choses. Alors, donc, l'exemple de tout ça, c'est l'Union pour la taxation de l'énergie, qui est vraiment le dossier qu'on traîne depuis des années au niveau... alors, on avait espoir que ça finisse l'année dernière. Non, ça n'a pas fini. Bon. Et c'est reparti pour un tour. Les gouvernements changent dans les États membres, mais d'autres viennent et reviennent avec la même idée. Non, c'est très difficile en fait de réformer la taxation au niveau de l'Union européenne. Alors là encore, peut-être que les citoyens, peut-être que c'est à ce niveau-là que ça doit se passer, qu'il y ait une prise de conscience globale pour qu'on arrive à un système en fait équilibré. Moi, je pense que ça serait. C'est pourquoi j'ai toujours dit que, vous savez, il y a deux types de textes européens. Il y a les directives et il y a les règlements. Les directives, elles ont l'obligation d'être transposées dans le droit national. Et chacun rajoute une couche, fait un peu ce qu'il veut, etc. Puis à côté de ça, vous avez les règlements. Et les règlements, 6 mois après leur publication, ils s'imposent dans tous les pays de l'Union. Et ça, c'est nous qui le votons au niveau européen. Et c'est pourquoi moi, je préfère les règlements. Parce que les règlements, c'est un élément de justice à l'intérieur de l'Union européenne. Évidemment, c'est un élément supranational. Donc, ceux qui tiennent à la nation une, indivisible, bon, comment ça, mais de quel droit l'Europe se permettrait de nous imposer telle taxe ou telle autre chose? Mais je pense quand même que progressivement arriver à davantage de règlements, ça serait vraiment un élément d'homogénéité du marché commun et ça serait aussi un élément de justice pour l'ensemble des concitoyens européens. Merci, M. Grudler. Merci, Christophe. M. Van Laar, un mot? Oui, juste un mot. Alors, d'abord pour dire que quand on parle de taxation, je suis très prudent parce que l'expérience montre que la taxation, c'est pas un sujet technique. Ça devient vite, ça prend d'autres aspects. Donc, le fonctionnaire que je suis reste un petit peu prudent. Juste pour signaler qu'on réfléchit à élaborer un nouveau dispositif. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui s'appelle la Tiruert en France pour favoriser l'utilisation des biocarburants et qu'on réfléchit à un nouveau dispositif qui, alors qu'il y a un nom un petit peu barbare pour le moment, qui serait l'IRIC, l'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants, donc pour mieux répondre à la directive RED 3, mais surtout pour donner davantage de lisibilité, puisque une des critiques, un des reproches que l'on peut faire à la Tiruert aujourd'hui, c'est d'être susceptible d'être changé lors de chaque débat de budget, puisque comme taxe, les règles peuvent changer, et ce qui ne donne pas une lisibilité suffisante. Voilà, donc c'est une réflexion qu'on mène. On devrait lancer prochainement une nouvelle consultation, il y en avait déjà eu. Après, encore une fois, et là je reviens, le sujet ne sera pas que technique. Merci, M. Van Laar. Un dernier mot peut-être, Sylvain. Eric, un dernier mot avant que nous clôturions. Well, I'm not an expert in taxes, but of course we reformed the review of the Energy Taxation Directive to pay taxes in accordance with the CO2 level of energy carriers. Merci, thank you. Oui, sur la taxation, c'est un élément puissant avec les systèmes incitatifs pour donner aux consommateurs l'opportunité d'acheter des carburants pour lesquels ils s'y retrouvent. Et c'est le cas du superéthanol E85, c'est le cas de l'E10 également, qui est un peu moins taxé que le 95. La stabilité est essentielle, c'est la stabilité qui donne aux automobilistes l'opportunité d'investir. Là aussi, ils investissent dans ce qui est le bien le plus précieux après le logement. Donc la voiture, c'est le bien le plus précieux. Donc quand ils investissent, ils ont envie de voir que les choses vont rester à peu près stables pour les années qui viennent, voire les gilets jaunes, etc. Donc on appelle évidemment à une grande stabilité des taxations, notamment au niveau français.